commencer. Alors bonjour à tous. Merci d'être venus ce matin pour assister à cette conférence proposée par Vocalcom sur un thème porteur. Les salariés heureux font des clients enchantés. Alors vous verrez, on va aborder pas mal de sujets ce matin. Avant de débattre de cette thématique dans le cadre d'une table ronde à bâton rompu avec les intervenants que vous voyez à ma gauche et que je vous présenterai tout à l'heure, je vous demande d'accueillir quelqu'un qui connaît très bien le sujet pour le faire vivre dans son entreprise. J'ai nommé Alexandre Odos, directeur des opérations du groupe Vocalcom, organisateur donc de cette conférence. Alexandre, bonjour. Bonjour Martine. Bienvenue. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots Vocalcom, s'il vous plaît? Alors bien sûr, c'est vrai que sur le salon, on a une marque très connue, en France également très connue. Beaucoup de gens nous connaissent ici, mais ce qu'on connaît moins de Vocalcom, c'est que c'est un groupe international. On a 15 bureaux dans le monde entier, on emploie 250 personnes. Et aujourd'hui, on réalise plus de la moitié de notre chiffre d'affaires à l'international. Donc c'est vrai que c'est moins connu des acteurs français du marché. Donc on a vraiment une visu de tout ce qui se fait dans les différents marchés, aussi bien aux États-Unis, en Amérique latine, mais également en Afrique, qui sont des pays émergents pour nous et sur lesquels on se développe fortement. Et on se développe fortement également dans toute la dimension partenaire, puisque pour nous, pour adresser ces marchés, c'est clé, que ce soit la partie Asie-Pacifique ou que ce soit la partie Afrique. C'est vrai que pour nous, c'est clé de ces marchés. Et le dernier point qui nous concerne, c'est que depuis quelques années maintenant, on a développé des offres cloud, sur lesquelles, vous le verrez, on en parlera. La dimension autour de Salesforce pour nous est clé et c'est un axe majeur de notre développement depuis maintenant quelques années et encore plus pour les années à venir puisqu'on aura une stratégie qui sera très fortement axée sur cette solution. Très bien. Alors, des évolutions dans votre métier, vous en avez connu pas mal en tant qu'éditeur. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu les évolutions majeures que vous avez connues ces dernières années? Et alors, je vais essayer d'actionner la présentation parce qu'il y avait quelques petits slides de support, mais je vois que ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Je suis désolée pour le contretemps. Ah, ça y est. Alors, voilà. Et voilà. Donc, un petit mot des évolutions que vous avez perçues dans votre métier d'éditeur et dans le secteur de la relation client. Alors, évidemment, on a vu beaucoup d'évolutions, l'omnicanalité, bref, un certain nombre de sujets qui sont arrivés, le début du chatbot et de l'intelligence artificielle. Mais pour moi, la plus grosse évolution, ça a été l'arrivée du cloud. Alors, un grand mot et un joli mot à la fois. Pour avoir passé 10 ans chez Microsoft avant, c'est vrai qu'il y a eu du temps avant que ce cloud se mette en place. Et dans le domaine de la relation client, j'ai trouvé que c'était allé beaucoup, beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment sur le marché européen, 90% des demandes clients concernent le fait de pouvoir partir en cloud. Et on l'a vu également chez nos clients, puisque ça nous a ouvert des nouveaux marchés. Mais surtout, la volonté aussi de recentrer les dispositifs internes, d'être à nouveau maître du jeu sur ces sujets. Et le cloud permet justement cette capacité aux directeurs marketing et aux directeurs des ventes de pouvoir réintériser un certain nombre de sujets, d'être maître. Pas qu'ils ne soient pas maîtres autour d'un outsourceur, mais de pouvoir proposer des dispositifs connexes à leur mise en place autour de la relation client. D'accord. Et sur le marché, vous avez également vu arriver l'arrivée de nouvelles technologies? Alors, on a vu arriver un certain nombre de nouvelles technologies qu'on a commencé à intégrer. Bon, les chatbots sont ce qu'ils sont, l'intelligence artificielle aussi. On est en train de développer des nouvelles versions pour le futur qui vont intégrer tous ces éléments. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour elle-même, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, quand vous venez la coupler à une technologie existante et que vous venez améliorer l'environnement de l'agent, là, ça donne vraiment des enjeux et des gains très significatifs. Puisque aujourd'hui, ce qu'on veut retrouver, c'est de changer d'un mode fonctionnel à un mode émotionnel pour l'agent et pour la personne qui est en face, le consommateur, quelle que soit la marque pour laquelle il est représenté. Et l'arrivée de ces nouvelles technologies va justement permettre de redonner du temps à l'agent, de travailler sur son environnement à lui. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de faire un salarié heureux. Mais l'intelligence artificielle et le machine learning permettront vraiment de gagner du temps de traitement en pré-appel, en post-appel, au milieu de la conversation, avec tout ce qui est analyse de texte et de langage. On va pouvoir aussi réfléchir à un routage beaucoup plus intelligent sur la bonne personne. Très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, les usages clients finaux ils se transforment. Le client final est devenu de plus en plus exigeant, de plus en plus scrutateur. Il appelle de ses voeux un parcours unifié. Comment est-ce que vous répondez, vous, concrètement, à cette nouvelle donne et à ces nouvelles exigences?
Alors, passé un moment, le consommateur voulait avoir la possibilité de pouvoir adresser une marque par tous les moyens possibles. Un SMS, un email, du chat, de la vidéo, bref. Aujourd'hui, ce qu'il veut surtout, c'est pouvoir se dire que quel que soit le moyen par lequel il est arrivé à interagir avec la marque, à quelque moment que ce soit, et surtout dans l'addition de ces différents moments qu'il a pu avoir, de retrouver en face de lui quelqu'un qui a cette vision à 360 degrés. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette donnée au cœur de l'information, donc que ce soit au travers d'un CRM ou d'un outil qui permet de le faire de façon connexe, mais de pouvoir justement avoir un agent qui a tous les éléments en main pour vraiment pouvoir prendre du temps et partager avec l'agent. Donc il faut que l'interface de l'agent, elle devienne beaucoup plus dynamique et qu'elle s'enrichisse au fur et à mesure de l'information qui est partagée et que ce soit simple à utiliser. Très bien, très clair. Vocalcom accompagne ses clients, mais alors c'est pour réaliser quel type de mission plus précisément? Alors, historiquement, Vocalcom, et c'est comme ça qu'on est né, hein, on était le champion de l'appel sortant, on est toujours le champion de l'appel sortant, mais aujourd'hui, ça représente plus que 20% de notre chiffre d'affaires, grosso modo. Les autres 80%, c'est des sujets omnicanal ou beaucoup d'appels entrants, que ce soit via la voix ou via différents autres médias. Donc, si je prends plusieurs exemples, chez ADDC aux Émirats arabes, donc, qui s'appelle Abu Dhabi Distribution Company, c'est notre Veolia et notre Engie. Hein, ils gèrent l'électricité et l'eau, donc ils font à la fois des enquêtes de satisfaction au travers du téléphone ou du SMS, mais ils utilisent également le SMS et l'email et le téléphone pour prévenir quand il y a une tempête de sable, par exemple. Parce que là-bas, vous pouvez rester 5 jours bloqué, donc il est important que l'électricité et l'eau fonctionnent bien et que tout dysfonctionnement soit très vite connu. On voit que vous avez des clients internationaux, finalement. Oui, tout à fait. J'en prends un qui est plus proche de nous. Si je prends Thalys, quand vous voyagez sur Thalys, si vous avez besoin de changer votre billet, si vous avez besoin d'une information sur la plateforme, si vous avez besoin d'annuler ou quoi que ce soit, vous tomberez sur un plateau de conseillers qui est situé à Bruxelles, juste à côté de la gare, et qui utilise nos solutions. Et dernier exemple, si vous avez un autre exemple belge, Ahold Delhaize, c'est notre carrefour à nous, qui emploie plus de 300 000 personnes dans le monde entier. Sur l'Europe, c'est 250 téléconseillers qui ne gèrent que les retards de livraison, qui gèrent les demandes d'informations produits, qui gèrent les incidents produits, puisque c'est un spécialiste du produit frais. Donc on a 250 agents qui sont connectés dans Salesforce, puisqu'ils travaillent, c'est un des plus gros clients Salesforce de la région, et ils travaillent dans cet environnement avec nos solutions. Très bien. Alors, pour finir cette petite interview, ce petit format interview, avant de passer à la table ronde, un petit mot de vos actualités. Je crois que vous avez annoncé des choses sur le salon Stratégie Client. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors, on sort 2 nouvelles versions. Une dans Salesforce, où on continue d'améliorer l'expérience client, bien évidemment. Une de notre solution historique qui s'appelait Hermès, qui arrive avec une toute nouvelle interface agent et supervision. On travaille également sur la génération du futur pour les années à venir. Et puis le dernier point sur lequel on travaille, c'est on travaille sur le recrutement de nouveaux collaborateurs, parce qu'on a une croissance qui est extrêmement forte en ce moment et on a besoin d'accompagner nos clients avec le lancement. Charlotte en parlera d'une division Customer Success, mais pas uniquement. On a besoin de technico-fonctionnels pour accompagner nos clients. D'accord, le salon est un bon lieu peut-être pour communiquer sur ce sujet et rencontrer des bonnes personnes. Merci Alexandre Odos, on peut vous applaudir pour cette présentation. Merci pour ces informations et on enchaîne maintenant avec la table ronde. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, vous voyez apparaître derrière moi le nom des intervenants. Alors, je vous demande d'accueillir. Il y a Charlotte Varchol, directrice relations clients de Vocalcom au centre. Vincent Placer, à ma gauche, Managing Partner de Colorado Group. Et Arnaud Schmitt, Senior Manager d'Extend Consulting. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous ce matin pour échanger de ce thème passionnant, des salariés heureux, des clients comblés. Je vais vous demander un petit mot de présentation. Dites-nous un petit mot de votre fonction et de votre entreprise respective. Ok, donc Vincent, au sein de Colorado, moi je m'occupe de l'activité conseil. En mettant le micro bien, oui. Voilà. Et donc qui intervient sur le secteur de la relation client et de l'expérience client auprès de différents secteurs d'activité sur des thématiques proches de celles qu'on trouve aujourd'hui dans le salon. Et on intervient en France et à l'international.
Très bien. Charlotte? Donc, bonjour à tous, Charlotte Warchol, je suis donc directrice de la relation client au sein de Vocalcom. Je ne vais pas vous refaire un petit mot concernant Vocalcom, je pense qu'Alexandre vous l'a bien expliqué. Pour me présenter moi-même, sachez que je n'ai pas du tout un parcours en fait, informatique de base. J'ai un bac littéraire et un master 2 en marketing. Et donc c'est quelque chose que je vous expliquerai un peu plus en détail après au sein de Vocalcom, qui a connu en fait, pendant des années des profils très techniques. Et je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui je suis en recherche plus de profils technico-fonctionnels et surtout orientés métiers. Arnaud, un petit mot de présentation. Bonjour à tous, Arnaud Schmid, donc je suis senior manager chez Extens Consulting, qui est une société de conseil spécialisée dans l'expérience et la relation client. Donc c'est une équipe de 15 personnes située à Paris, et puis également un écosystème de consultants partenaires, à la fois sur la France et à l'international, pour nous permettre d'intervenir, d'assurer différentes prestations, que ce soit en termes de amont, de diagnostic, d'études, de cadrage, ou également des prestations de management de transition dans le domaine de l'expérience ou de la relation client. Très bien. Et auparavant, je crois que vous étiez DRC chez Oscaro, si je ne me trompe pas. C'est ça, il y a quelques années quand même. Il y a quelques années. Mais bon, vous avez quand même la bonne vision aussi opérationnelle des sujets et consultants. La double vision. Merci à tous les trois d'être là ce matin. Alors, une question pour planter le sujet. Le métier de conseiller clientèle évolue. Ça, c'est indéniable. Quels sont les changements les plus marquants selon vous? Vincent, peut-être pour commencer. Alors, je dirais que sur le changement du métier de relation client, on peut identifier un peu trois facteurs. Enfin, il y en aurait beaucoup plus, mais on pourrait peut-être s'arrêter sur trois en particulier. On a aujourd'hui une demande particulière de polyvalence. Ce qu'on voit, c'est que plus le temps avance, plus on souhaite pousser assez loin la logique de bout en bout et avoir la capacité pour les conseillers de traiter une demande qui soit vraiment du front au back-office, et donc il y a cette polyvalence qui permette de faire vraiment du bout en bout. Un deuxième élément, pas mal sous l'influence des acteurs du digital, on a une accélération du rythme qui fait qu'aujourd'hui on demande à ce que les délais de traitement des réponses soient de plus en plus rapides, le délai de réaction, donc ce qui impacte notamment l'organisation, mais aussi auprès des collaborateurs, et peut créer une urgence qui par moment peut être quelque chose à traiter pour ne pas créer de stress sur les équipes. Donc voilà déjà la polyvalence et puis un sujet de rythme. Et puis la dernière évolution, c'est que de plus en plus, on demande aux agents d'être en capacité de véritablement faire la tour de contrôle sur l'ensemble des canaux avec l'omnicanalité et d'être en capacité de répondre sur un peu tout ce qui s'est passé sur mon parcours en tant que client. Et ce qui est le dernier facteur, on va dire, d'évolution qui change quand même radicalement le métier par rapport à une conception de l'agent très sectorisée sur un moment du parcours, sur un type de question, il y a une dizaine d'années. D'accord, une complexification du métier. Charlotte, de votre point de vue, comment évolue ce métier de conseiller clientèle ? Moi, je souhaiterais rebondir un peu sur ce que disait mon collègue à ma droite, en prenant un prisme un petit peu différent, dans le sens où je souhaitais vous parler plus des générations X, Y ou millennials. Il est vrai qu'aujourd'hui, je fais partie d'une de ces générations. Je ne vous dirai pas laquelle, parce que vous saurez approximativement mon âge, donc on va éviter de rentrer dans ces débats, surtout que je suis une femme, donc attention. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on recherche en fait, dans ces générations un juste équilibre entre la vie perso et la vie pro. Quand je compare par exemple à mes parents étaient des personnes où ils allaient travailler, il y avait vraiment ce devoir par rapport au travail et cette envie de réussir. Aujourd'hui, on est plus dans une génération qui va chercher vraiment ce juste équilibre. On a envie, si je puis me permettre le terme, de s'éclater au travail. Et la technologie va prendre tout son sens en fait à ce niveau-là. Bien entendu, je ne dis pas que la technologie va tout faire, mais elle peut y contribuer. Pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, on est quand même sur des générations qui sont nées avec un téléphone portable ou un PC portable. On ne peut pas se permettre d'aller leur donner des solutions avec une ergonomie qui va être défaillante. Ils vont chercher, en tant qu'utilisateur Facebook ou utilisateur de Messenger, une solution qui va être proche de leurs usages perso. On ne peut plus se permettre de leur donner, je pense que vous l'avez tous connu dans vos différents métiers, le fameux AS400 avec les écrans noirs, écrits en vert, tabulation pour passer d'un champ à l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qu'on peut donner à ces générations. Autre point, par rapport au management, pendant des années, dans les centres de contact, c'était plus un management descendant, donc du responsable de production vers son superviseur, vers les agents. Aujourd'hui, ils vont être en recherche d'un management qui va être plus participatif, collaboratif, où le manager va être un facilitateur et un accompagnateur dans la montée en compétences. Et les technologies vont permettre en fait à ces équipes de pouvoir toutes travailler ensemble en donnant la bonne information au bon moment, avec un accès par exemple à des éléments de supervision
vision en temps réel, de la personnalisation. Et donc, c'est vraiment ce ressenti au travail, ce management et cette création d'équipe qui va permettre à cette nouvelle génération de se sentir bien au travail et d'être plus performant. Et qui va contribuer à leur bien-être aussi avec des outils qui sont en accord avec leur prisme générationnel. Merci pour cet éclairage qui est assez original. Arnaud Schmid, de votre point de vue, comment le métier évolue aujourd'hui ? Alors, je pense que le métier de conseiller a vraiment évolué sur ces 10-15 dernières années. Pourquoi ? Parce que la nature de la relation elle-même avec les clients a évolué. Quitte à dire des choses évidentes, les clients aujourd'hui sont quoi ? Ils sont autonomes, ils sont informés, ils sont dans l'instantanéité et ils sont multicanaux. Donc ça veut dire quoi ? Et tout ça grâce au tout développement en fait, de la digitalisation sur ces dernières années. Et donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui un client, quand il fait appel à un service client, quand il est en contact avec un conseiller, ça veut dire qu'il a besoin d'une réelle assistance. On n'est plus sur des choses à faible valeur ajoutée. Donc il y a une vraie attente en termes d'écoute, de compréhension, d'adaptation de la réponse. Il faut savoir sortir des process qui sont parfois un peu trop contraignants, qui contraignent l'expérience client. Et donc finalement le conseiller lui est amené à porter beaucoup plus d'attention à la relation, non seulement sur le fond et la forme. Et à mon sens, les outils qu'il utilise doivent finalement contribuer à faciliter cette attention vers le client. Donc l'outil doit être un facilitateur, doit lui permettre de se concentrer sur le client, sur sa problématique. Et on y est ou pas à ce stade de facilitation ? On y va. Après, on est encore quand même, malheureusement, enfin, de par la nature de notre métier, on accompagne beaucoup de clients justement qui ne sont pas à ce niveau-là. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais la nature humaine veut que l'on a tendance à complexifier les choses, et notamment les outils et les process. Et donc aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver encore des services clients où finalement, j'exagère un peu, mais tout est fait pour qu'ils ne s'occupent pas du client. Oui, ça c'est dommage, effectivement. Là, on tombe à côté. Alors justement, Charlotte, comment la technologie peut-elle aider les conseillers à être plus efficaces et comment faire en sorte que les acteurs prennent la dimension de cette problématique qui, visiblement, n'est pas encore préemptée par tout le monde ? Typiquement, le premier sujet va être vraiment lié aux interfaces et donner la bonne information au bon moment en fait, aux conseillers. Je pense qu'on a tous connu des centres de relations clients et moi-même venant d'un outsourceur où pour une production, on avait en moyenne une dizaine d'outils. Donc en fait, le conseiller devait switcher d'un outil à l'autre pour aller trouver la bonne information. Typiquement, ça crée c'est bien des frustrations en fait, pour le conseiller, mais aussi des pertes de productivité et des temps de formation et de montée en compétences qui vont être très longs. Donc, moi, je pense que le prisme est vraiment l'idée, c'est d'avoir une interface et donner la bonne information à l'agent. Comme le disait mon collègue à ma gauche, on a encore aujourd'hui quand même dans le monde du centre de relations clients des outils qui restent vieillissants, où les téléconseillers typiquement n'ont même pas une remontée de fiches. Comme on le dit souvent quand on va appeler un centre de contact, c'est pour faire une réclamation. On ne va pas appeler pour dire qu'on est content. Et quand vous, autour de cette conférence, vous allez appeler un centre de relations clients et que vous êtes obligé de redire un numéro de client, redonner votre nom, votre prénom, parce qu'on n'arrive pas à vous trouver, ça crée une frustration aussi bien de votre côté, mais aussi pour le conseiller. Parce que dès le début en fait, de cette relation, on va avoir un mécontentement client. Donc très clairement, il y a ce besoin d'interface et d'outils qui va accompagner les collaborateurs. D'accord. Alors justement, c'est peut-être le moment d'en parler parce que vous avez créé depuis peu la direction relations clients au sein de Vocalcom, justement qui un peu incarne ce changement de posture d'un positionnement très IT à un positionnement métier. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ? Exactement. Donc la direction de la relation client, c'est un sujet qui a été abordé chez Vocalcom depuis janvier 2018, qui a été réellement créé en janvier 2019. Le constat était le suivant, c'est que pendant des années, donc on était sur un modèle on-premise, c'est-à-dire que les clients installaient directement leur plateforme chez eux, et donc Vocalcom, on était un vendeur de licences. On installait la solution, on mettait les licences, on formait, et on laissait le client se débrouiller avec la solution.
solution. Donc on s'adressait vraiment à des DSI, à des personnes de l'IT. Force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, avec un modèle SaaS, cloud, on ne s'adresse plus à des DSI, mais on s'adresse à des gens du métier, du marketing et de la relation client. Et donc ces personnes n'ont pas du tout en fait, les mêmes profils. Et il a été constaté en fait, chez Vocalcom que quand un client avait une relation avec nous, donc en run, c'est-à-dire une fois la mise en production faite, ils étaient en contact avec le support IT. Donc des gens qui parlent dysfonctionnement, qui parlent technique. Donc par exemple, voir quelqu'un qui appelait, on allait parler proxy, firewall, des sujets comme ça, qui ne parlent pas du tout aux gens du métier. Et donc l'idée, ça a été de modifier ce modèle en créant la direction de la relation client, donc avec 2 axes. Un premier axe, un vrai service client, donc qui sera vraiment le point d'entrée en fait, de nos clients au sein de Vocalcom. Et un deuxième axe que j'aborderai un petit peu plus tard, qui est le Customer Success Management. Et on voit qu'on est dans la mouvance. Vincent, comment la techno peut aider les collaborateurs à être plus efficients, donc plus heureux dans leur travail et au bout de la chaîne, il y a notre consommateur qui lui aussi est mieux servi. Alors déjà, j'aimerais faire un premier point, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la technologie n'est pas pensée pour être proposée d'abord aux collaborateurs. Ça, c'est un point important, c'est qu'on a connu une époque où le marketing, on poussait directement les produits technologiques sans penser même aux clients. Ensuite, dans le paradigme de l'expérience client, on se dit, non mais il y a un parcours client et seulement en bout de course, on va réfléchir aux collaborateurs. Mais on ne propose pas naturellement de se dire pour adopter une nouvelle technologie, on pourrait d'abord l'expérimenter sur ses propres collaborateurs, voir comment en tirer les bénéfices, pour ensuite les proposer aux clients. Non, les clients sont les bêta-testeurs et les collaborateurs en profitent en dernier. Si on prend un exemple, il y a des années, j'avais croisé un opérateur télécom, par exemple, en Angleterre, qui ne proposait pas forcément que ses collaborateurs soient équipés eux-mêmes de téléphones portables. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi ne pas drink your own champagne, sur la technologie, on n'y est pas. Donc typiquement, par exemple, si on prend les évolutions comme les agents conversationnels, tout ce qu'on parle autour de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a eu tendance à le proposer d'abord sur le marché auprès du client final comme un nouveau mode d'interaction très intéressant et qui offre des possibilités, mais qui garde aussi, et pour quelques entreprises qui l'ont testé, d'énormes avantages pour aider les collaborateurs à faire mieux leur travail. Je le disais tout à l'heure, on a une accélération du rythme. Cette accélération du rythme, elle peut être source de stress. On parle de bonheur au travail. C'est vrai que si on demande d'aller à des cadences de plus en plus vite, d'avoir traité une demande intégralement en 30 minutes, comme le font certains GAFA, ça peut être un facteur de stress. Donc il faut outiller pour permettre que l'agent soit en capacité d'avoir les informations de manière simple sur des dashboards extrêmement effectivement vivants. Mais souvent, les dashboards vivants sont plus proposés comme des interfaces au client final et les évolutions en interne prennent plus de temps. Enfin, si aucune des entreprises ne se reconnaît dans ce cas-là, mais c'est vrai que souvent, c'est un peu, on n'a pas forcément la dernière génération. Et on nous parle beaucoup de l'IA, des chatbots pour les clients finaux, mais aussi pour les collaborateurs. Alors, est-ce que c'est la tarte à la crème? Est-ce que on est dans la science-fiction ou est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà une techno qui est prouvée et qui va fonctionner selon vous? On a passé une année de 2018 où beaucoup d'agents conversationnels ont été déployés pour dire d'avoir un agent conversationnel. Enfin, moi, j'ai croisé beaucoup de clients qui sont venus nous voir en disant on voudrait un chatbot. La question, c'était est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse avec vous sur comment l'insérer dans le parcours, quel avantage? Non, il nous en faut un. Alors, allez voir directement des gens qui en construisent. On n'a pas nécessité à réfléchir ensemble sur cette question. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agents conversationnels qui sont plus réfléchis et qui proposent des solutions. Après, à nouveau, comme la limitation, dans certains cas, de demandes complexes, font que le client est assez souvent quand même obligé de rebasculer sur un agent, et ce qui est bien, je pense que l'outillage du collaborateur a été moins développé. J'ai quelques exemples, par exemple en tête, comme Orange, par exemple, qui a travaillé assez fortement sur la capacité à mettre à disposition de ses collaborateurs un agent conversationnel et des remontées d'informations des collaborateurs les plus experts auprès de ceux qui connaissent le moins. Et je trouve que c'est des facteurs d'amélioration de la productivité et en même temps de gain aussi, d'éliminer aussi le stress, puisqu'on a accès à une information extrêmement rapidement en quelques questions. D'accord, intéressant, très intéressant. Comment procédez-vous dans le prisme de vos différentes fonctions pour accompagner le changement? Donc on voit que ces conseillers clientèle, ils ont un métier qui change, ils ont des nouvelles technos à disposition. Comment on fait pour les accompagner et quel type de formation vous pourriez plébisciter pour eux? Qui veut prendre la parole sur le sujet? Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Vincent, parce que je partage vraiment son constat sur finalement ce que peut apporter les outils aux conseillers. Pour moi, il y a 3 notions fondamentales. Il y a la notion 1 d'accessibilité, la capacité de l'outil à
présenter au conseiller l'information qui est pertinente dans le contexte du client, en fonction de son profil, des produits, des services qu'il consomme, et puis de la typologie de sa demande. On commence à voir des choses avec des nouveaux acteurs sur le marché. Donc ça, c'est cette première notion d'accessibilité rapide à l'information dont le client va avoir besoin. Il y a une deuxième notion, c'est la lisibilité. Et là, je pense que les acteurs historiques ont un énorme travail à faire. On est très très loin des codes du X qui ont été développés dans le monde d'e-commerce, mais je pense qu'ils vont y venir. Et ensuite, il y a une troisième notion qui est très très importante, et là où je pense l'entreprise elle-même a un gros rôle à jouer, c'est la compréhension de l'information. Voilà, enfin c'est-à-dire tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un outil, d'accord, mais l'information qu'on va trouver dans l'outil, c'est bien l'entreprise, entre guillemets, qui l'a mis à disposition. Oui. D'accord. C'est des process d'alimentation des process, outils. Et aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des terminologies qui ne parlent qu'à l'entreprise, qui ne sont pas utilisées par le client, des codes, d'accord, des codes que doit interpréter, décoder les conseillers, etc., etc. Donc il y a un énorme travail en fait de simplification à apporter côté entreprise. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait quand on accompagne nos clients. Sur ces problématiques d'outils, c'est en amont de poser les fondamentaux de l'expérience collaborateur. Comme on le fait sur un parcours client, qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux collaborateurs? Quels vont être les drivers qui vont guider finalement le déploiement, le paramétrage des outils pour éviter d'avoir au final à cliquer sur 3 pages pour aller à une information qui est essentielle, pour avoir des acronymes qui veulent absolument rien dire. Enfin, voilà. Donc, on est dans cette logique de simplicité, de facilité pour le collaborateur. User experience, y compris pour les collaborateurs, comme vous le disiez, surtout pour les collaborateurs. Alors, justement, est-ce qu'il y a des formations de conduite au changement? Comment on fait concrètement pour les accompagner, ces collaborateurs, vers ces changements? Alors, je pense que dans l'accompagnement au changement, en fait, il y a 3 notions. Il y a déjà la notion de communication, de collaboration, co-construction, entre guillemets, et puis de formation. Et la formation vient à la fin, entre guillemets. Et je pense que les 3 sont importants à étudier. Il y a quelques écueils à éviter. Déjà dans la communication, souvent quand on lance un projet outil, tout de suite, vous allez voir, ça va vous changer la vie, ça va être l'outil miracle, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Et puis, au final, il y a une très, très grande déception parce que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pensé, c'est pas développé ou c'est très mal développé, c'est très mal implémenté. Pas survendre le projet. Voilà, donc surtout ne pas survendre. Déjà, ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, on parle beaucoup de co-création, co-construction, agilité. C'est devenu un peu de la tarte à la crème. Concrètement, il y a encore beaucoup d'entreprises où finalement les écrans ils sont présentés aux conseillers 2 semaines avant la mise en prod. Et ça ne peut que créer de la déception par rapport aux usages qui ont été imaginés en amont. Donc la formation, elle intervient en effet en dernier lieu. Il y a 2 aspects, la formation outil. Je pense qu'il faut rester très pragmatique et faire beaucoup de pratiques en salle et surtout ne pas oublier que la formation ne s'arrête pas à la salle, d'accord, à la salle de formation. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui étaient à réaliser sur le terrain, toujours dans l'accompagnement de l'appropriation des outils, au travers de l'accompagnement managérial et puis également d'autres techniques type gamification, pour s'approprier le nouvel outil. Charlotte, quelque chose à ajouter sur cet accompagnement des collaborateurs? Oui, moi je voudrais plus accentuer, là on a beaucoup parlé de la phase amont avant la mise en prod. Moi ce que j'ai pu constater, c'est souvent c'est qu'on oublie les conseillers une fois qu'on a mis en prod. Pourquoi? Au bout d'un an, j'ai une très belle solution, on l'a lancée, les téléconseillers étaient formés, la solution marche bien, j'ai pas de dysfonctionnement, tout va bien. Sauf que force est de constater qu'au bout d'un an, les pratiques ont changé, les process ont changé. Et donc, nos clients ont aujourd'hui besoin d'un accompagnement en production et un accompagnement métier et sur site. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, chez Vocalcom, on a lancé le Customer Success Management. Et voilà, aujourd'hui, il est avec nous dans la salle. Donc, je le salue, Benjamin, qui est arrivé il y a très peu de temps chez Vocalcom. Et l'objectif d'un Benjamin, ça va être quoi? C'est il va suivre mes clients. Il va être
l'ambassadeur Vocalcom chez mon client. Il va aller chez les clients, il va regarder comment ils produisent, il va regarder comment ils utilisent l'outil et il va, entre guillemets, les amener vers l'excellence dans l'utilisation au niveau des collaborateurs. Donc oui, effectivement, ça va permettre d'être plus productif, d'avoir des meilleurs DMT, etc. Mais aussi d'avoir des collaborateurs qui vont être plus à l'aise en fait avec la solution. Qui la font progresser aussi par les usages, voilà, c'est une démarche d'enrichissement continu. Exactement, c'est vraiment une démarche d'enrichissement. On arrive souvent avec des clients qui, au bout d'un an, nous disent « mais je ne comprends pas, votre solution ne fait pas ça ». Si, monsieur le client, elle le fait, mais comme en fait le client n'est jamais venu vers nous, ne nous a jamais posé de questions, en fait, il ne maîtrise pas complètement cette solution. Et donc, l'idée avec ce suivi, c'est d'avoir un client qui va être toujours content de sa solution. D'où, en fait, ce mot « success » dans le Customer Success Management. Très bien. Vincent, pour accompagner le changement et les collaborateurs, ça, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup avec vos clients. Qu'est-ce qu'on peut en dire qui n'a pas déjà été dit ? Alors, juste un point peut-être que je rajouterais, je partage ce qui a été dit jusque-là. Un point que j'ajouterais, c'est que le travail important sur le rôle du conseiller. Au moment d'un changement d'outil, en fait, on va attendre des nouvelles façons de travailler, mais certainement, on va peut-être libérer du temps pour faire de nouvelles choses et ainsi de suite. Et souvent, ce qu'on voit dans des programmes de changement, c'est que ne sont pas pris en compte l'évolution du rôle du conseiller. Or, il est important d'en profiter pour dire, voilà, grâce à ce nouvel outil, il y a de nouvelles potentialités. Redéfinissons bien ce qu'on attend de toi en tant que manager et ainsi de suite pour que ça s'inscrive dans un nouveau projet et que ça donne davantage de sens. L'idée, c'est pas juste de passer de avant tu faisais 4 clics, maintenant tu en fais 2. Il y a beaucoup plus d'intérêt à aller chercher derrière. C'est aussi une autre façon de traiter le client. Pour les collaborateurs, le fait de simplifier, de pouvoir rendre cette valeur au client et pas uniquement en DMT économisé, c'est vraiment une opportunité intéressante. Et donc du coup, si on veut embarquer et faire en sorte, c'est important de retravailler aussi ces rôles. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on essaye de porter en vigilance aussi auprès de nos clients, c'est le fait de dire que le changement, effectivement, ne s'arrête pas au lancement. Là, je suis totalement d'accord. Et trop souvent, on se dit, ça y est, c'est bon, maintenant c'est parti. Un programme d'accompagnement au changement est complètement terminé. En fait, normalement, on est à peine à mi-chemin, puisque en fait, il y a encore beaucoup à installer par la suite. Souvent, malheureusement, on le voit aujourd'hui avec le rythme dans lequel vont les organisations. On a fini un lancement, on vient et hop, on prépare la modification suivante, ce qui fait qu'on n'a pas complètement installé ce qu'on vient de lancer. Par-dessus, on met un nouveau projet et au bout de la 4e vague, les collaborateurs sont un peu perdus en se disant voilà. Donc il faut quand même. Ils sont noyés, quoi. Ils sont noyés parce qu'ils voient s'empiler les changements et donc ce qu'il faut quand même, c'est tenir compte de la capacité d'absorption naturelle de tout esprit humain au fait de dire on ne peut pas connaître 4 transformations par an, c'est difficile. Et donc du coup, il faut plutôt essayer de bien travailler ces points-là. Donc dans un programme effectivement d'accompagnement un peu suivi, on essaye de mettre en place ces différents points. Et sur la co-construction, est-ce que vous avez des exemples ? Parce que moi, je trouve ça intéressant, l'idée de dire, finalement, ça paraît être du bon sens, mais embarquer les collaborateurs sur ce que seront leurs outils dans le futur, ça paraît du bon sens, mais ce n'est pas forcément très partagé. Et est-ce que ça marche ? Ouais, alors ça marche, la co-construction des écrans, la co-construction des supports de formation. On a travaillé récemment avec un client sur lequel on a fait co-construire les supports de formation par les collaborateurs les plus experts au bénéfice des autres. Donc on change aussi, je rejoins aussi un peu la gamification, essayer d'avoir des supports un peu nouveaux, millennials ou pas millennials. Je pense que les slides, 140 slides avec des écrans, ça ne fait pas rêver grand monde. Donc il faut arriver à dépasser ce point-là. Donc la co-construction sur ce sujet-là, ça fonctionne. Autre façon aussi de co-construire, effectivement dans les bases de connaissances, à trouver la capacité à co-construire les bases de connaissances, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis, dans certains cas, moi je l'ai vu mettre en place, on a préconisé, c'est intéressant aussi, essayer d'associer les conseillers par mode de pair, en travaillant par exemple sur les quartiles de ceux qui ont le plus de difficultés à accorder le changement avec ceux qui l'acceptent le plus rapidement, et de faire des binômes et de faire en sorte que finalement, pendant une période, une semaine, 10 jours, un mois,
la personne qui a le plus de difficultés soit placée systématiquement à côté d'une personne qui s'en sort mieux et qu'ils s'entraident et créent cette émulation, ce qui est aussi assez valorisant pour la personne qui est un petit peu en mode plus performant d'aider l'autre. Et celui qui a le plus de difficultés se sent plus rassuré que d'être toujours sur l'œil du superviseur, que d'avoir un collaborateur, un collègue qui a peut-être plus de facilité sur ce domaine-là, sachant que ça change et que la prochaine fois, c'est peut-être lui qui sera en avance pour aider des nouveaux et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc ça, c'est une autre forme de co-construction, c'est le fait de se dire mettons-nous ensemble pour essayer de réduire les écarts de performance. Du collaboratif, finalement. C'est du collaboratif, exactement. Où on met tout le monde un petit peu à égalité face à ces évolutions. Très bien. Alors justement, parmi les clients que vous accompagnez, chacun d'entre vous, quels sont les services clients qui vous semblent d'ores et déjà avoir bien saisi l'intérêt de libérer, grâce à la technologie, l'énergie des conseillers? Est-ce que vous avez des exemples qu'on pourrait aller, en sortant de cette conférence, regarder ce qui s'y passe pour s'inspirer? Vincent? Alors, dans les exemples extrêmement intéressants, je pense que je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais moi je trouve que l'innovation qui a été placée sur le bar à tuto, qui a été d'ailleurs quelque chose qui a été primé au Palme de la relation client il y a quelques temps par Orange, particulièrement intéressant, parce que là on a un vrai travail de finalement des tutoriels de formation créés par les collaborateurs qui sont transformés en films, qui permettent aux gens de mieux, qui ont un moteur de recherche en langage naturel pour les trouver et qui finalement descendent comme des tutoriels pour les clients, in fine, c'est-à-dire que c'est intéressant. C'est un outil interne qui peut descendre après comme des vidéos clients d'explication. Le monde des télécoms est quand même un monde complexe, c'est de la technologie qu'on vend aux clients directement, c'est un monde un peu complexe, ça a besoin d'explications. Et c'est vrai que si on peut en autonomie proposer aux collaborateurs et aux clients de se former sur les aspects les plus complexes, c'est vrai qu'après on se concentre dans la réponse sur les parties extrêmement techniques, extrêmement pointues, qui sont plus rares en se produire. Donc ça c'est un premier exemple. Après je pourrais citer un autre exemple, mais je vais laisser Charlotte peut-être. Bon, pour ma part, vous douterez, ça va être un peu délicat de citer un client, parce que si je cite un client en tant qu'éditeur, ça voudrait dire que les autres clients ne se préoccupent pas de ces choses-là. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au sein de Vocalcom, on a de très beaux projets avec de très belles marques, aussi bien dans l'automobile que le retail, que la banque assurance, etc. Et c'est un vrai sujet pour eux. C'est-à-dire que dès la phase d'avant-vente, la phase de soutenance, le sujet du collaborateur va être mis en avant. Montrez-moi les interfaces de supervision. Est-ce que je peux faire de l'enregistrement? Est-ce que je peux faire du soufflage? Est-ce que je peux faire de la double écoute? Comment, par exemple, mon superviseur va pouvoir personnaliser ses écrans? Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui par rapport à nos clients, alors que ce que je peux constater, c'est qu'il y a encore 3 ou 4 ans, ça l'était beaucoup moins. Quand j'allais voir en fait, mes clients, on posait plus des questions. Est-ce que je peux mesurer ma DMT, durée moyenne de traitement, ma DMC? Enfin, voilà, des données plus quantitatives qui vont être plus dans le management, mais en termes de pilotage, et s'assurer que mes collaborateurs vont être vraiment sur leurs objectifs. Alors qu'aujourd'hui, le bien-être, les interfaces, la beauté vraiment de l'applicatif est vraiment mis en avant. D'accord, très bien. Arnaud, un petit exemple? C'est une question pas évidente. Parce que, vous pouvez faire jouer votre joker, parce que le temps passe, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais répondre, en fait, je vais donner 2 cas clients qui m'ont impressionné. Le premier, c'est Airbnb. Quand vous mettez derrière, à côté d'un conseiller, en fait, l'outil, il y a plus d'espace blanc que de texte. Et ça, c'est impressionnant. Il y a une ergonomie qui est proche des standards UX e-commerce. Et finalement, tout est facilité pour le conseiller. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on est sur ils ont choisi un outil du marché, mais qui est un peu plus avancé en termes d'ergonomie. Et puis ensuite, il y a un client également dont le niveau de facilité et d'épanouissement en fait des conseillers m'a assez impressionné. C'est la société Cofidis, où finalement ils ont fait un choix qui est finalement de développer un CRM en interne. De se dire, voilà, pour X raisons. Et finalement, ils ont l'interface qui leur convient, avec l'information dont les conseillers ont besoin, qui est facilement visible, et qui leur permet tout simplement d'adapter leur discours de manière très fluide. Et ils ont mis par ailleurs l'accent sur le relation, sur le développement de la relation attentionnée, de la création d'émotions avec les clients,
qui est pour le coup assez bluffante. D'accord, Cofidis, on ira voir ça. Je pense que Peut-être un autre exemple aussi Oui. qui est un peu plus sur comment on va évoluer, comment on peut même aller jusqu'à changer la posture. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on s'est longtemps posé la question de la vidéo dans la relation client comme étant éventuellement un mode d'interaction par visiophonie et ainsi de suite, ce qui n'a jamais décollé alors qu'on en a parlé depuis 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est que là, la vidéo revient et change la posture du conseiller. Typiquement, par exemple, avec le groupe Comdata, on a mis en place un centre de relations clients pour Nissan où il y a un virtual showroom, par exemple, ce qui change, donc où finalement des voitures, une concession finalement virtuelle et avec des véhicules sont mis à disposition et les conseillers clients peuvent, grâce à les technologies de vidéo, montrer aux clients et interagir debout, ce qui change quand même beaucoup parce qu'on a souvent l'image du conseiller assis qui se déplace pas de sa journée. Là, il peut effectivement tourner autour du véhicule, promener comme on le ferait finalement dans une visite un peu normale, mais voilà, remontrer. Et on n'est pas sur un film qui n'est pas personnalisé, parce que moi, regarder un film d'une voiture, on va me montrer le moteur. Moi, personnellement, j'y connais rien, donc le moteur, ça m'intéresse pas. Par contre, j'aimerais bien voir l'autoradio, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon véhicule. J'aurais bien le voir 2 fois. Bah là, avec un conseiller avec lequel on interagit, on peut lui dire non, bah alors c'est bon, le moteur, tu peux t'en passer. Par contre, si on pouvait se consacrer sur l'habitacle ou de la place pour les enfants, voilà, c'est un vrai dialogue, une vraie interaction. Et une nouvelle posture aussi. Donc, ce qui est intéressant aussi pour les conseillers qui font ce type d'intervention. Donc, on le voit de plus en plus, la vidéo qui intervient. Je pense que parmi vous, certains ont connaissance de ces technologies qui permettent aussi pour les dégâts de sinistres, enfin pour les sinistres, pour la constatation de son véhicule ou ainsi de suite, vraiment de mettre une interaction. Et là, on trouve une vraie utilité, une vraie fonction, la vidéo. Regarder, se voir, voir son conseiller, c'est pas tant qu'on n'a pas tellement envie de le voir, c'est que lui, on n'a pas envie qu'il nous voit. Et comme c'est assez impoli de se dire, bah alors moi je vous vois, mais vous ne me voyez pas, finalement, c'est ce qui a un peu bloqué le développement de la conversation en vidéo de personne à personne. Mais il y a plein d'autres usages qui commencent à arriver et qui sont effectivement porteurs aussi d'un enrichissement et d'une création d'une relation un peu plus évoluée. Très bien. Dernière question avant de laisser la place aux questions-réponses de la salle. Passer du parcours client fonctionnel à une approche plus émotionnelle, alors on en parle beaucoup. Cela vous semble-t-il être un des gages de succès des entreprises qui feront demain la différence? Qui veut réagir là-dessus? Honneur aux femmes. Charlotte. Donc, je pense que même c'est une nécessité, hein, ce qui va faire la différence entre l'homme et la machine. On parle beaucoup, et on a parlé tout à l'heure, de l'intelligence artificielle. Moi, je pense réellement que l'intelligence artificielle va être un contributeur au bien-être des collaborateurs. Il ne faut pas se mentir, on dit beaucoup, l'intelligence artificielle va retirer du travail au centre de contact. Oui, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que clairement, tous les appels à non-valeur ajoutée ne seront plus pris demain par les conseillers. Mais néanmoins, l'intérêt de l'intelligence artificielle, ça va être que mon téléconseiller va avoir la bonne information, va lui pousser de l'information, et il prendra que les appels qui ont une vraie valeur ajoutée et qui vont être dans l'émotion et la relation client. Voilà, donc je pense que l'intelligence artificielle va permettre de ce qu'on appelle beaucoup chez Vocalcom le conseiller augmenté, donc c'est-à-dire mon conseiller qui est affranchi en fait de toutes les problématiques autour de l'outil et qui va pouvoir vraiment se concentrer sur la sa relation client. D'accord. Arnaud, pour compléter? L'émotion, elle est au cœur de la relation, et plus, en effet, les choses seront automatisées pour le client, plus, finalement, le rôle du conseiller dans sa relation attentionnée au client sera important. Le mot de la fin pour Vincent. Donc en conclusion, en fait, comme les entreprises ont entrepris en fait une démarche de remise au centre du client, qui n'est pas évident, hein, parce que les processus reviennent toujours au galop. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui aussi de remettre le conseiller au centre de l'entreprise. Ouais, c'est un beau sujet, une belle gageure. Vincent, pour terminer sur cette dimension émotionnelle, est-ce que c'est celle qui fera que demain les entreprises seront les plus performantes et c'est celles qui arriveront à fidéliser véritablement leurs clients? Clairement. Enfin, ce qu'il y a de moins
finalement duplicable et copiable aujourd'hui, ça reste l'émotion. Pratiquement tout peut se copier. Les produits se copient, les concept stores se copient. Donc à la fin, ce qui va rester comme étant le seul avantage compétitif, c'est l'émotion dans la relation qu'on a réussi à créer, qui est unique. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est ce qui est le plus long à implémenter. C'est-à-dire que d'avoir la capacité à avoir une équipe qui démultiplie avec la même intensité, la même ferveur, l'envie des produits de sa marque, c'est ce qui est le plus long à créer. Donc, du coup, quand j'entends parler du terme d'émotion, ce qui est important et que des clients viennent nous voir pour les accompagner, je pense qu'il y a aussi une notion d'émotion en interne. Il faut que le management aussi soit plus émotionnel dans ses centres parce que c'est difficile. L'empathie, ça se décrète quand même pas facilement. Donc, du coup, je pense qu'il y a un intérêt aussi, et c'est là qu'on trouve aussi ces leviers pour un enrichissement, c'est-à-dire qu'on peut, en changeant les modes de travail, en changeant la façon dont on regarde le collaborateur et qu'on attend sa performance et qu'on lui laisse de l'autonomie, on laisse la place à se créer de la vraie relation, à une relation plus émotionnelle, et c'est celle qui finalement fera la différence demain. Très bien, merci infiniment à nos intervenants. On peut les applaudir. On arrive au terme de cette table ronde. Merci beaucoup, c'est très riche. On a des exemples, on a des bonnes pratiques. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Profitez peut-être de confronter votre expérience avec les professionnels qui sont devant vous, des choses que vous implémentez dans vos centres et où vous voudriez des conseils opérationnels. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Ah oui, il y a une question. Je vais demander juste un petit peu pour nous dire qui vous êtes et votre question. Oui, alors je suis responsable service client chez Catalina Marketing. Alors, avant ça, j'étais responsable centre de contact. Donc, je comprends tout à fait les sujets qui sont abordés. Aujourd'hui, moi, ma problématique, c'est que en tant que responsable centre service client retail, on est en pleine transformation. Et aujourd'hui, donc on est dans l'automatisation, etc. Et j'ai du mal en fait à voir comment est-ce qu'avec si peu de contacts clients que nous on a, comment créer cette émotion en fait et ce lien avec le client, vu que je ne sais pas, on a 20 appels par jour et la plupart de notre activité c'est du back office. Donc comment est-ce que, parce qu'il y a 30% au moins de l'activité qui va être automatisée, parce que justement sur des activités qui sont très chronophages et sans valeur ajoutée, mais après c'est comment est-ce que j'optimise les 70% autres, sachant que mon équipe n'a pas vraiment de contact avec le client. Voilà. Vincent. La question est très simple. C'est difficile de pouvoir aborder comme ça une problématique aussi rapide, mais la création d'émotions, c'est pas forcément dans uniquement le contact et l'interaction directe. C'est aussi dans le fait de laisser des traces post-appel, post-contact. C'est dans la capacité aussi à relancer, à se préoccuper de moi au moment où on n'y pense pas. Aujourd'hui, ce qui est particulièrement énervant et qui énerve la plupart des consommateurs, c'est quand vous recevez un appel d'une marque au moment où vous lui avez signalé que vous aviez l'intention de la quitter. Et que là, on se dit, ah bah tiens, c'est marrant, il se rappelle du fait que j'existe maintenant. Le point, c'est comment est-ce qu'on peut propulser. Si vous êtes dans une situation où vous avez faiblement des contacts entrants, je ne connais pas la nature de votre équipe et comment elle est organisée, mais s'il y a une possibilité à faire du contact sortant, ou en tout cas d'aller chercher de l'émotion en essayant de développer des interactions un peu désintéressées pour juste demander au client et au fait comment ça va avec nous en ce moment, c'est quelque chose qui contribue aussi à créer de l'émotion. L'émotion, c'est pas toujours l'idée de la conversation qui dure 3h30 ou voilà, une personne en larmes qui est transformée en quelqu'un voilà, c'est pas ça l'émotion, c'est juste plutôt l'inattendu, la surprise, quelque chose auquel je m'attendais pas. Et dans un contrat même de relation B2B, nous on a accompagné des entreprises vraiment dans le pur B2B, on peut créer de l'émotion dans le sens une relation qui n'est pas scriptée, quelque chose qui n'était pas prévu, qui est un peu sorti du cadre, qui s'est décidé ici et maintenant. C'est comme ça qu'on crée pour moi l'émotion. L'émotion, on n'est pas dans effectivement la comédie romantique et le mélodrame. C'est pas notre métier. On fait un autre type de travail.
Moi, ce que j'en pense, pour ajouter ce que mon collègue à ma droite disait, c'est moi, c'est un sujet que j'ai en ce moment au sein de Vocalcom parce que je repense complètement ma relation client. Je pense qu'avant de se poser la question au sein de Catalina, en fait, de l'émotion, il faut repenser complètement la relation que vous avez avec vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Benjamin, on s'est vraiment posé autour d'une table avec l'équipe en se disant, OK, qu'est-ce que mes clients attendent de moi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est principalement du back-office et moi, c'était principalement des appels ou des tickets d'incident. Et la question à se poser, c'est OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui il manque à mon client? Comment je vais créer ma relation avec mon client et qu'est-ce qu'il attend de moi? Donc, par exemple, comme il le disait, potentiellement lancer des appels sortants. OK, très bien, je vais lancer des appels sortants, par exemple, une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois sur l'ensemble de ma base client. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, par exemple, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau chez vous, chez Catalina? Qu'est-ce qui va intéresser mes clients? Donc, des fois, ça peut être des choses toutes simples comme nous chez Vocalcom. J'ai un nouveau document en fait de formation à destination de mes superviseurs ou de mes conseillers. Je vais expliquer à mon client que j'ai fait cette nouvelle documentation et je vais lui envoyer des nouveautés sur la roadmap produit. Ça peut être des choses très très simples, mais il faut que vous puissiez créer cette relation avec vos clients. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme avec nous, on peut avoir chez Vocalcom, cette relation, c'est uniquement de l'incident. Et de pouvoir communiquer, de donner de l'information et de communiquer sur vous, ça va créer de l'intérêt qui fera que demain, peut-être vos clients vont vous appeler, là vous serez plus sur de l'appel entrant, pour vous poser des questions toutes simples. Donc je pense qu'il faut, avant de poser la question de l'émotion, repenser la relation que vous avez avec vos clients aujourd'hui. Très bien. Je vous propose qu'on finisse peut-être cet échange en one-to-one parce qu'il y a des gens derrière nous qui vont être sur une autre conférence. On a encore un petit peu de temps pour une question. Ça va? Bon, OK. Alors, il y a une question ici. Bonjour. Mathieu Pinelli, moi je suis business analyst chez Capgemini. Et j'ai une question parce que dans cette conférence, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les coûts des solutions. On a beaucoup parlé de l'émotion en fin de conférence. On a des clients, nous, aujourd'hui, qui veulent absolument maîtriser leurs coûts et donc sont avec une approche MVP de Minimum Viable Product dans les mises en production. Du coup, comment, avec cet enjeu, on arrive à générer de l'émotion avec une maîtrise des coûts des solutions. Voilà. Alors, comment concilier les deux? Je ne vais pas forcément répondre sur tout ce qui est coût de CAPEX, mais il y a un coût évident en relation client qui est l'OPEX. Et tout simplement, il y a un très fort lien, c'est ce qu'on constate, entre la complexité des outils, d'accord, cette facilité ou cette difficulté d'accéder à l'information, d'accord, et le peu d'ergonomie des outils. Il ne faut pas se poser de questions, elle a un impact direct sur la DMT. D'accord ? Un impact d'1 minute sur un appel de 5 minutes, d'accord, multiplié par quelques centaines, quelques milliers de conseillers, ça fait très très mal. Voilà, donc là, pour moi, l'équation, elle est très simple. Oui, et puis après, je pense qu'on est quand même, pour travailler dans ce secteur depuis un certain nombre d'années, quand même un peu sorti de l'ère où seul le coût était la variable d'ajustement. On voit aussi aujourd'hui que l'investissement dans la relation à l'expérience est un facteur de développement des revenus. Et là où les directions de la relation client, il y a encore 10 ans, n'étaient concernées que comme un centre de coût, aujourd'hui, on se dit quand même que plus on va couper sur ces budgets-là, et plus on risque aussi de pénaliser le développement de son business cœur. Donc aujourd'hui, le point, et nous, on travaille avec certains de nos clients justement pour calculer effectivement le lien qu'on peut faire entre des points de satisfaction gagnés et le chiffre d'affaires, et on voit que cette relation, elle est positive. Et donc, du coup, c'est aussi ça à prendre en compte. Le métier d'une marque, c'est avant tout de développer son offre cœur et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça passe par nécessairement avoir une relation client qui soit au moins au niveau de ses concurrents, voire inoubliable et voire au-dessus. Après, effectivement, les coûts des solutions, des CAPEX, ça s'apprécie. Il y en a des plus ou moins chers que d'autres. Après, on peut créer de l'émotion sans que ce soit forcément un surcoût. C'est juste une façon d'organiser le travail avec ses équipes et une façon de regarder, de concevoir ses process. C'est pas forcément plus coûteux. Donc, pas mal d'éléments autour de cette question du coût. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir nos participants à nouveau. Merci aux équipes de Vocalcom, à Nicolas Vian pour avoir organisé cette conférence et bonne continuation sur le salon. Voilà, et vous pouvez poursuivre les discussions à l'entrée du salon où il y a le stand Vocalcom, je crois.